l'une des clés du changement, et en particulier de la capacité à entrer dans des modes de développement et des modèles économiques durables, c'est le décalage, c'est la déstabilisation légère. Le cabinet de conseil qui est externe à l'entreprise, donc qui n'est pas dans ses routines, qui n'est pas dans ses systèmes de valeurs traditionnels, arrivant de l'extérieur, a précisément cette capacité de décaler légèrement. C'est d'ailleurs ce qu'on lui demande, bien souvent, plus ou moins consciemment. Ce que le client lui demande, plus ou moins consciemment, même si bien souvent le client a surtout envie que les choses se passent bien, qu'on l'enquiquine pas, que ça coûte pas trop cher et qu'à la fin ça marche. Ça, c'est normal. Mais enfin, quand on fait appel à quelqu'un d'externe, c'est que d'une certaine manière, on a le sentiment qu'il y a besoin d'une extériorité, d'un savoir-faire, d'une expérience. Et là, le cabinet de conseil, il a cette position très particulière qui lui donne l'opportunité, pas toujours le cas, mais l'opportunité d'insérer des éléments qui ne sont pas nécessairement dans la culture et dans les réflexes spontanés du client. Et donc, je pense que le cabinet de conseil a une responsabilité particulière dans le mouvement de transformation de l'économie, parce qu'à chaque fois qu'il intervient auprès d'une entreprise, il est à la fois au moment où quelque chose peut être mis en place et peut changer, et il a la posture, la position d'extériorité qui lui donne la capacité précisément d'insérer du différent, du nouveau, et de créer, j'appelle ça déstabilisation, c'est pas un mot à utiliser commercialement, mais de l'innovation, de questionner le client, de manière à ce qu'il se décale un peu par rapport à ses réflexes naturels et que, le cas échéant, il puisse avancer vers un modèle économique plus durable, un process plus respectueux de l'environnement, une organisation socialement plus efficace et plus respectueuse des personnes. Je m'attache particulièrement, d'une part, à contribuer aussi aux réflexions du cabinet sur les méthodes, sur les outils, d'autre part, d'être un peu le représentant du comité de mission sur cet engagement-là et d'être la personne qui va rapporter, en quelque sorte, sur le respect de l'engagement et des objectifs, donc un peu dans ce rôle de suivi, j'allais dire de contrôle, c'est un peu excessif, mais qu'a le comité de mission. Et puis enfin, dans la mesure de mes possibilités et aussi des attentes du cabinet, de contribuer à la diffusion, à la crédibilisation de cet objectif au sein du cabinet. Je trouve que la cause est bonne et que l'engagement de l'entreprise est fort. J'y apporte ce que je peux y apporter. Voilà. Les atouts de Columbus, d'abord c'est, je pense, une histoire, une culture d'entreprise qui prédispose. Il y a des cultures qui sont plus ou moins aptes à intégrer tel ou tel type de préoccupations et d'objectifs. Donc je pense, et ça je ne l'ai pas connu, que l'histoire de Columbus, par ses fondateurs, par sa manière de travailler, est déjà quelque chose qui n'est pas unique, mais n'est pas complètement général. Et donc prédisposait d'une certaine manière Columbus à prendre ce type d'engagement. Donc je crois que ça c'est le premier atout, il est, j'allais dire, génétique. Le second atout, c'est l'engagement des dirigeants, des associés de l'entreprise, et plus largement, progressivement, donc l'entreprise. Et puis troisièmement, c'est que Columbus investit beaucoup. Et ce que pour le coup le comité de mission constate, c'est l'importance des moyens investis par le cabinet sous des formes diverses, en formation, en management, en construction d'outils, sur la RSE, sur l'insertion de la responsabilité sociale, environnementale dans l'activité, le management, le business de Columbus. Voilà, une histoire, des dirigeants et des investissements, c'est déjà pas mal comme atout.